Le 10 octobre 2025, un geste ferme la rivière Sahel et sidère l'Afrique de l'Ouest jusque dans les capitales. En quelques heures, la décision renverse une habitude de plusieurs décennies. L'eau cesse d'alimenter des intérêts étrangers et l'État s'expose à des sanctions, à l'isolement et au choc des prix. Pour le spectateur, l'enjeu dépasse le robinet. Jusqu'où peut aller un pays pour reprendre ce qui lui appartenait déjà, et que révèle ce choix d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté réelle? Un pari et une ligne de fracture. Cette histoire mérite l'attention parce qu'elle touche à un point rarement mis à nu, le prix réel de la souveraineté quand elle cesse d'être un slogan. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une décision spectaculaire prise par un chef d'État, mais d'un mécanisme concret qui révèle comment une ressource vitale peut structurer la dépendance d'un pays entier. Comprendre cette séquence, c'est comprendre comment des accords anciens, souvent invisibles pour la population, façonnent encore le présent. Pour le public, l'enjeu est clair, saisir ce qui se joue lorsque le Burkina Faso tente de transformer une rupture politique en levier économique et social durable. Les risques sont immédiats, mesurables et parfois brutaux, mais les gains potentiels le sont tout autant. La décision d'Ibrahim Traoré place le pays dans une zone de tension où chaque choix produit des effets en chaîne sur l'eau, l'énergie, les finances publiques et la cohésion nationale. Ce récit promet donc plus qu'un choc symbolique. Il propose une lecture lucide des coûts, des contraintes et des opportunités qu'affronte un État lorsqu'il décide de reprendre la main sans filer sur ses propres ressources. Les premières conclusions de l'audit national tombent rapidement, et elles changent la lecture de la crise. Plus de 70% de l'eau de la rivière Sahel, selon les documents examinés, était orientée vers des usages liés à des intérêts étrangers, principalement industriels et énergétiques. En une annonce, Ibrahim Traoré ne coupe donc pas seulement un flux hydraulique. Il interrompt un système hérité de plusieurs décennies, structuré par des accords anciens et largement méconnus du public. Ce chiffre agit comme un révélateur. Il explique pourquoi la fermeture de la rivière a provoqué un tel choc diplomatique, mais aussi pourquoi elle a trouvé un écho immédiat au sein de la population. Depuis les années 1940, des conventions signées dans un contexte colonial avaient transféré la gestion de l'eau puis des données hydriques à des entreprises européennes et nord-américaines. Ces accords garantissaient une stabilité apparente, mais enfermaient le Burkina Faso dans une dépendance technique et financière durable. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un geste isolé que comme l'aboutissement d'un processus préparé en amont. Les mois précédents, des équipes locales avaient été discrètement mobilisées pour cartographier les infrastructures, identifier les points de rupture et évaluer ce qui pouvait être réparé sans assistance extérieure. Le contexte régional, marqué par des tensions croissantes autour des ressources au Sahel, a également pesé sur le calendrier. La mini-révélation centrale est donc double. D'un côté, une exploitation massive et prolongée d'une ressource vitale, de l'autre, la prise de conscience que cette dépendance n'était pas aussi irréversible qu'on le croyait. C'est à l'intersection de ces deux réalités que s'inscrit le choix de Traoré, ouvrant une séquence où chaque donnée chiffrée devient un enjeu politique, et chaque infrastructure un symbole de souveraineté retrouvée ou encore fragile. Dans les jours qui suivent la fermeture, un profil revient dans les récits de terrain, celui des ingénieurs et de techniciens locaux chargés d'éviter la rupture totale. Ce ne sont pas des figures médiatiques, mais des équipes dispersées, souvent formées sur des systèmes conçus à l'étranger, contraintes d'improviser avec des moyens limités. Leur rôle devient central, car chaque pompe remise en marche atténue la pression sociale et politique qui s'accumule autour de la décision présidentielle. Très vite, les effets précoces apparaissent. Dans certaines zones urbaines, la distribution est rationnée, obligeant les ménages à adapter leurs usages quotidiens. En milieu rural, l'impact est site plus contrasté. Là où les infrastructures étaient déjà fragiles, la fermeture agit comme un révélateur brutal des failles accumulées. Mais c'est aussi dans ces espaces que se forment les premiers comités locaux de gestion de l'eau, chargés de prioriser les besoins essentiels et de coordonner les réparations urgentes. Un microcas illustre cette dynamique. Dans une région semi-aride, un réseau secondaire, laissé à l'abandon depuis des années, est réhabilité en quelques semaines par une équipe mixte de techniciens et de volontaires. L'accès reste limité, mais suffisant pour maintenir l'activité agricole de base et prévenir un exode immédiat. Ce type d'intervention, répétée à petite échelle, change la perception de la crise. Elle n'est plus seulement subie, elle est partiellement maîtrisée. Ces impacts précoces dessinent une réalité nuancée.
La décision portée par Ibrahim Traoré crée des tensions réelles, mais elle déclenche aussi une mobilisation rapide, parfois improvisée, qui révèle des capacités locales longtemps sous-estimées. Ce que cela signifie concrètement devient alors évident. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit pompe après pompe, choix après choix. Le déclenchement est précis, brutal et public. L'annonce de la fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré intervient sans phase de transition visible, rompant avec des décennies de gestion déléguée. En quelques heures, les opérateurs étrangers suspendent leurs activités, les flux techniques sont interrompus et les premières notes diplomatiques circulent. Ce qui relevait jusque-là de contrats techniques devient soudain un acte politique, interprété comme une remise en cause directe de l'ordre établi. Le point culminant survient dans les jours qui suivent. Les réactions internationales se durcissent, Molly, mêlant avertissements officiels, menaces de sanctions et signaux d'isolement. Les marchés locaux ressentent l'effet presque immédiatement. Hausse des prix de certains produits essentiels, inquiétude des acteurs économiques, ralentissement des échanges. À l'intérieur du pays, la tension est palpable. Les administrations locales doivent arbitrer entre maintien de l'approvisionnement minimal et gestion de la colère sociale. Chaque décision devient un test de crédibilité pour le pouvoir en place. Parallèlement, un autre mouvement se met en place, moins visible mais décisif. Des cellules de crise sont constituées au niveau national et régional pour coordonner les réponses techniques. Les infrastructures les plus critiques sont identifiées, priorisées, puis partiellement remises en service. Ce travail, souvent réalisé dans l'urgence, s'appuie sur des compétences encore locales, longtemps reléguées au second plan. La fermeture, pensée comme un choc, devient aussi un accélérateur de réorganisation interne. Les répliques de cette séquence ne tardent pas. Les entreprises multinationales, en se retirant, laissent derrière elles des chantiers inachevés et des systèmes incomplets. Ce vide crée une incertitude économique réelle, mais ouvre également un espace pour des initiatives locales. De petites structures émergent pour assurer la maintenance, adapter des solutions existantes et répondre à des besoins immédiats. Ces réponses restent fragiles, mais elles modifient la dynamique de dépendance. Sur le plan politique, la décision d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur. Les soutiens populaires se manifestent par des rassemblements et des discours de solidarité, tandis que les critiques internes pointent le risque d'un isolement prolongé. Le pouvoir navigue entre ces deux pôles, cherchant à maintenir l'unité sans minimiser les coûts. La fermeture passait d'être un événement ponctuel pour devenir une séquence prolongée, faite d'ajustements successifs. La ligne des événements révèle ainsi une transformation progressive. Ce qui commence comme un geste radical produit d'une série d'effets en cascade, parfois imprévus, parfois maîtrisés. Le passage du avant au portable pressant ne se fait pas en un instant, mais à travers une succession de décisions intermédiaires, chacune laissant une trace durable sur l'économie, la société et la perception du pouvoir. C'est dans cette accumulation, plus que dans l'annonce initiale, que se joue l'ampleur réelle du tournant engagé. Avant la fermeture, la situation de référence est désormais mieux documentée grâce à l'audit national. Le premier indicateur clé concerne l'allocation de la ressource. Plus de 70% de l'eau de la rivière Sahel était destinée à des usages liés à des intérêts étrangers, principalement l'irrigation industrielle et la production d'énergie. En pratique, cela signifiait que la majorité du débit servait des chaînes de valeur extérieures, tandis que les besoins domestiques et agricoles locaux restaient secondaires. Ce niveau de base éclaire la profondeur de la dépendance structurelle du Burkina Faso. Le deuxième indicateur porte sur le coût financier de ce système. Depuis la fin des années 1940, les contrats hydrauliques et de gestion associés ont entraîné des transferts cumulés, estimés à plus de 1,2 milliard de dollars vers des entreprises étrangères. Cette somme représente des décennies de paiements, de redevances et de frais techniques qui n'ont pas été investis dans la modernisation locale des infrastructures. Autrement dit, la dépendance hydrique s'est doublée d'un drainage financier continu, limitant la capacité du pays à développer ses propres solutions. Le troisième élément chiffré concerne la maîtrise de l'information. L'audit révèle que environ 80% des données climatiques et hydriques nécessaires à la gestion de la rivière étaient stockées et contrôlées par une entité privée située hors du pays. Cette situation empêchait toute planification autonome à long terme et obligeait les autorités à s'appuyer sur des analyses externes pour prendre des décisions stratégiques. Le niveau de base n'était donc pas seulement matériel ou financier,
mais aussi technologiques et informationnels. Après la fermeture, les premiers écarts apparaissent rapidement. En quelques mois, les flux financiers sortants diminuent fortement, environ 300 millions de dollars, auparavant versés sous forme de paiements liés à la gestion de l'eau, restent désormais dans l'économie nationale. Cette variation ne compense pas l'ensemble des pertes induites par la rupture, mais elle crée une marge de manœuvre budgétaire inédite à court terme. Ces ressources permettent de financer des réparations urgentes et de soutenir des initiatives locales, là où l'État était auparavant contraint. Un autre changement mesurable concerne les infrastructures. Grâce à une mobilisation rapide d'ingénieurs locaux, près de 60% du réseau hydraulique est remis en état en moins de 8 semaines. Ce chiffre ne signifie pas un retour à la normale, mais il indique une capacité d'adaptation supérieure aux prévisions initiales. Il réduit la pression immédiate sur certaines régions et limite l'ampleur des pénuries les plus critiques. Enfin, un indicateur plus progressif émerge. Environ 42% des infrastructures atteignent, après 3 mois, un niveau de fonctionnement permettant de se passer partiellement des technologies étrangères. Ce delta reste insuffisant pour garantir une autonomie complète, mais il marque un basculement symbolique. La décision portée par Ibrahim Traoré se traduit ainsi par des écarts mesurables entre l'avant et l'après, révélant que la rupture, au-delà du discours, produit déjà des effets quantifiables. Les critiques de la fermeture avancent d'abord un argument économique central. Selon eux, la perte des investissements étrangers et la suspension des crédits internationaux exposent le Burkina Faso à une contraction durable de son économie. Sans capitaux extérieurs, affirme-t-il, l'État ne disposerait ni des liquidités ni des technologies nécessaires pour maintenir ses infrastructures hydrauliques et énergétiques à un niveau fonctionnel. Cette fragilité structurelle pourrait se traduire par des pénuries prolongées, une inflation accrue et une détérioration du secteur privé, déjà vulnérable. Un second argument concerne le facteur temporel. Les observateurs sceptiques soulignent que les résultats positifs mis en avant sont de court terme et ne garantissent en rien une viabilité à long terme. Restaurer partiellement des réseaux en urgence n'équivaut pas à assurer leur entretien sur plusieurs années. Sans accès régulier à des pièces spécialisées, à des données avancées et à des financements stables, les infrastructures risqueraient de se dégrader rapidement. Dans cette lecture, la fermeture de la rivière serait moins un tournant qu'un sursis avant un retour forcé à la coopération internationale. Ces arguments reposent sur des risques réels, mais les données disponibles nuancent à leur portée. D'un côté, la dépendance antérieure impliquait déjà une vulnérabilité majeure, des financiers sortants élevés, une maîtrise limitée des données et une capacité locale bridée. De l'autre, les premiers mois montrent une réduction mesurable de cette exposition, avec des économies budgétaires immédiates et une restauration partielle des infrastructures sans assistance extérieure. Ces résultats ne suppriment pas le risque, mais ils démontrent que l'alternative à la dépendance n'est pas le vide total. La réponse étayée tient donc dans la comparaison entre deux fragilités. La première, ancienne, reposait sur une stabilité apparente, mais sur un contrôle externe des leviers essentiels. La seconde, actuelle, est plus instable à court terme, mais ouvre un espace d'apprentissage et de montée en compétences locales. La question n'est pas de nier les coûts de la rupture, mais de reconnaître que le statu quo comportait lui aussi des risques structurels, simplement moins visibles. Ainsi, le débat ne se résume pas à un choix entre sécurité et chaos. Il oppose deux trajectoires imparfaites, dont l'une mise sur une capacité progressive à internaliser les fonctions clés. C'est dans cette tension, et non dans un verdict immédiat, que se joue l'évaluation réelle de la décision. Ce qui modifie réellement la dynamique, ce n'est pas seulement la fermeture elle-même, mais la manière dont elle reconfigure les rapports de force internes. En quelques semaines, des compétences longtemps marginalisées deviennent stratégiques, et des décisions auparavant dictées de l'extérieur sont reprises localement. Ce basculement oblige l'administration à apprendre en accéléré, à prioriser différemment et à accepter une part d'incertitude qu'elle n'avait plus l'habitude de gérer. La révélation de mi-parcours est là. La dépendance n'était pas seulement économique ou technique, elle était aussi mentale et institutionnelle. En rompant le cadre existant, la décision d'Ibrahim Traoré force l'État à fonctionner sans béquille, ce qui expose ses faiblesses mais révèle aussi des marges de manœuvre inattendues. Des circuits décisionnels plus courts apparaissent, les collectivités locales gagnent en responsabilité, et la gestion de l'eau devient un enjeu politique visible, débattu et assumé.
Ce changement de césure transforme la crise en test. Le pays ne mesure plus seulement sa capacité à résister aux pressions extérieures, mais sa faculté à apprendre, à corriger et à stabiliser un nouveau modèle. À mi-chemin, l'enjeu n'est plus de savoir si la rupture était spectaculaire, mais si elle peut devenir soutenable. Pour les institutions nationales, l'effet est immédiat et contrasté. Les ministères techniques passent d'un rôle de supervision à un rôle d'exécution, avec des arbitrages quotidiens sur l'allocation de l'eau et des budgets. La rétention d'environ 300 millions de dollars auparavant versés à l'étranger crée une marge budgétaire ponctuelle, mais elle s'accompagne d'obligations nouvelles: financer l'urgence, planifier l'entretien et rendre des comptes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État central gagne en autonomie décisionnelle, tout en exposant ses limites organisationnelles, désormais visibles et mesurables. Pour les entreprises, la rupture agit comme un choc sélectif. Les multinationales liées à l'eau et à l'énergie suspendent leurs opérations, laissant des chantiers incomplets et des contrats gelés. A l'inverse, des acteurs locaux émergent pour assurer la maintenance, adapter des solutions mécaniques et proposer des services de proximité. Cette transition reste fragile. L'accès au financement est limité et les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Mais un déplacement s'opère du modèle de dépendance contractuelle vers un tissu entrepreneurial plus ancré, encore instable mais réactif. Pour les citoyens, l'impact est le plus sensible. Dans certaines zones, la rationalisation de l'eau modifie les usages quotidiens et accentue les inégalités territoriales. Ailleurs, la remise en service rapide de près de 60% du réseau atténue les pénuries et limite les déplacements forcés. Des comités locaux se structurent nés pour prioriser l'accès domestique et agricole, renforçant la solidarité, mais aussi la pression sociale sur les autorités. Le coût de la transition est réel, mais il s'accompagne d'un sentiment de reprise de contrôle, rarement observé auparavant. Pour le cadre régional, enfin, la décision du Burkina Faso résonne au-delà de ses frontières. Des débats qui s'ouvrent au Mali et au Niger sur la révision d'accords hydriques hérités, tandis que d'autres pays observent avec prudence les effets en chaîne. La fermeture de la rivière Sahel devient un précédent, à la fois inspirant et inquiétant. Elle suggère qu'une remise à plat des postulats est possible, mais qu'elle implique des coûts politiques et économiques significatifs à court terme. Ces quatre lectures convergent vers un même constat. La rupture redistribue les risques autant que les opportunités. Elle ne garantit ni succès rapide ni effondrement automatique. Elle crée plutôt une zone de transition où les décisions locales, la capacité d'apprentissage et la gestion des tensions sociales deviennent déterminantes. Dans ce contexte, le choix porté par Ibrahim Traoré cesse d'être un symbole abstrait pour devenir une série d'effets concrets, vécus différemment selon les acteurs, mais tous reliés par une même incertitude structurante. Imaginons d'abord une évolution plus probable. La situation reste sous tension, mais maîtrisable. Si les sanctions demeurent limitées et si les économies budgétaires sont réaffectées avec discipline, alors l'État parvient à maintenir un niveau minimal de service. Les pénuries persistent par intermittence, mais la remise en état progressif des réseaux réduit les chocs les plus sévères. La croissance reste faible, freinée par l'incertitude et la frilosité des investisseurs. Toutefois, la stabilité sociale est préservée grâce à des mécanismes locaux d'adaptation. Dans cette hypothèse, la transition avance lentement, sans effondrement, mais sans transformation spectaculaire. Si tout se déroulait au mieux, voici ce qui pourrait se passer. Plusieurs conditions s'alignent. Si la coopération régionale s'intensifie, si les compétences locales continuent de monter en puissance et si les fonds conservés dans l'économie sont investis de manière ciblée, alors la rupture devient un levier de recomposition. Les partenariats avec des pays voisins permettent de mutualiser l'expertise, tandis que des solutions énergétiques et hydriques locales gagnent en fiabilité. L'activité économique se redresse progressivement, portée par l'innovation interne et la substitution partielle des importations. Dans ce cas, la décision initiale se transforme en socle d'un nouveau modèle, encore fragile, mais plus autonome. A l'inverse, si les choses tournent mal, on peut redouter ceci. Si l'accès aux pièces et au financement se bloque durablement, alors la pression sur les ménages et les entreprises s'accentue.
Réparations d'urgence atteignent leurs limites, les infrastructures se dégradent plus vite qu'elles ne sont consolidées, et le mécontentement social s'amplifie. Dans cette configuration, est contraint d'arbitrer entre maintien de la souveraineté affichée et recherche d'un compromis externe pour éviter une récession profonde. La rupture perd alors sa dynamique transformatrice pour devenir un facteur d'instabilité prolongée. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles dépendent de choix intermédiaires, souvent techniques, parfois politiques, pris semaine après semaine. La clé réside moins dans l'annonce initiale que dans la capacité à ajuster, à corriger et à prioriser. Une recommandation de lecture s'impose: considérer la transition comme un processus conditionnel. Si les capacités locales continuent de se renforcer et si les tensions sont gérées sans déni, alors la rupture peut s'inscrire dans la durée. Sinon, elle risque de s'épuiser sous le poids de contraintes cumulées. Pour le spectateur, cette séquence n'est pas seulement un épisode géopolitique lointain. Elle éclaire des mécanismes qui dépassent le cas du Burkina Faso et interrogent la relation entre ressources, pouvoir et responsabilité collective. Comprendre ce qui se joue ici, c'est saisir comment des décisions techniques, souvent invisibles, peuvent structurer la dépendance d'un pays pendant des décennies, puis devenir des leviers de transformation lorsqu'elles sont remises en cause. Pour les publics attentifs aux enjeux économiques, le cas burkinabé montre que la souveraineté a un coût immédiat, mais aussi un prix caché lorsqu'elle est absente. Les chiffres évoqués révèlent que la stabilité apparente peut masquer une érosion lente des capacités locales. Cette lecture invite à regarder autrement les modèles fondés exclusivement sur l'externalisation, même lorsqu'ils semblent efficaces à court terme. Pour ceux qui s'intéressent aux questions sociales, la transition met en lumière le rôle des communautés locales. Les comités d'eau, les initiatives improvisées et la mobilisation citoyenne rappellent que l'adaptation ne vient pas uniquement des institutions centrales. Elle dépend aussi de la capacité des populations à s'organiser, à prioriser et à accepter des ajustements temporaires en échange d'un horizon différent. Enfin, pour un public plus large, cette histoire pose une question simple mais dérangeante. Dans quelle mesure les choix collectifs sont-ils réellement débattus avant de devenir irréversibles? La fermeture de la rivière agit comme un révélateur. Elle oblige à s'interroger sur la transparence des accords passés sur la circulation de l'information et sur la place du citoyen dans la gestion de biens communs essentiels. Sans proposer de réponse unique, cette séquence invite chacun à adopter une grille de lecture plus exigeante. Observer le Burkina Faso, c'est réfléchir à la manière dont les sociétés arbitrent entre confort immédiat et autonomie future, entre dépendance discrète et rupture assumée. Ce questionnement dépasse les frontières et concerne toute communauté confrontée à la gestion de ressources vitales. La phase suivante repose sur une série d'actions séquencées, où la décision politique doit être traduite en mécanismes opérationnels. Le premier axe concerne la consolidation de l'autonomie hydrique. Il s'agit de stabiliser ce qui a été réparé en urgence en formant des techniciens locaux et en instituant des protocoles d'entretien réguliers. Sans cette étape, les gains initiaux risquent de s'éroder rapidement, transformant l'effort de rupture en parenthèse coûteuse. Le deuxième axe porte sur la maîtrise des données et de l'expertise. Reprendre le contrôle des relevés hydriques et climatiques permet à l'État de planifier au-delà de l'urgence. Cela implique des investissements ciblés dans des systèmes simples mais robustes, ainsi que la création d'unités nationales capables d'analyser et d'exploiter ces informations sans dépendance systématique à des acteurs externes. Un troisième axe vise la coordination régionale. Sans renoncer à la souveraineté affichée, le Burkina Faso peut chercher des cadres de coopération pragmatiques avec ses voisins, mutualiser certaines expertises, partager des retours d'expérience et coordonner la gestion des bassins transfrontaliers, réduit les coûts et limite les frictions géopolitiques. Cette approche transforme l'isolement redouté en interdépendance choisie. Le quatrième axe concerne la gouvernance et la transparence. Pour maintenir le soutien social, les choix doivent être expliqués, mesurés et évalués publiquement. Des indicateurs simples, régulièrement communiqués, permettent de suivre l'avancement des réparations, l'utilisation des fonds conservés et l'évolution de l'accès à l'eau. Cette lisibilité renforce la crédibilité de l'action publique. Enfin, un dernier axe touche à la temporalité politique. La décision portée par Ibrahim Traoré
ne peut produire des effets durables que si elle s'inscrit dans une trajectoire cohérente, avec des objectifs intermédiaires clairs. La feuille de route ne promet pas une autonomie immédiate, mais une progression mesurable, étape par étape, où chaque avancée réduit un peu plus la dépendance initiale. C'est à ce prix que la rupture peut se transformer en stratégie soutenable. Le rappel vient d'une image déjà évoquée plus tôt. Ces équipes locales, penchées sur des installations vieillissantes, travaillant sous pression, souvent sans garantie de succès immédiat. Elles incarnent la dimension humaine d'une décision qui, vue de loin, peut sembler abstraite. Derrière les chiffres et les scénarios, il y a des gestes répétés, des choix quotidiens et une responsabilité nouvelle qui s'installe durablement. C'est là que la trajectoire d'Ibrahim Traoré prend une autre résonance. Sa décision ne se limite plus à un acte de rupture spectaculaire. Elle devient un cadre dans lequel d'autres doivent agir, apprendre et parfois échouer avant de progresser. Le pouvoir politique se transforme en obligation de cohérence car chaque recul ou chaque hésitation aurait désormais un coût visible pour la population. Cette conclusion émotionnelle n'est donc ni triomphale ni désespérée. Elle souligne un moment suspendu où l'espoir n'est moins de certitude que de la capacité à tenir dans l'incertitude. Le Burkina Faso avance sur une ligne étroite entre fierté retrouvée et vulnérabilité assumée, avec la conscience que le retour en arrière serait presque aussi risqué que l'avancée. Une phrase s'impose alors comme un point d'ancrage. La souveraineté n'est pas un instant, c'est une endurance. Ce rappel relie les premières images de la crise à l'état présent du pays. Il ne clôt pas l'histoire, mais il en fixe le ton, laissant ouverte la question de ce que cette endurance permettra, ou non, de construire dans la durée. À ce stade, l'histoire de la fermeture de la rivière Sahel cesse d'être uniquement celle d'un État ou d'un dirigeant. Elle devient un miroir tendu à toutes les sociétés confrontées à la gestion de biens communs essentiels. Le cas du Burkina Faso rappelle que derrière chaque infrastructure, chaque contrat technique se cache un choix politique aux effets durables. Ce qui semblait lointain ou abstrait prend une dimension concrète dès lors que l'accès à une ressource vitale est redéfini. L'initiative portée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette zone grise où les symboles rencontrent la réalité. Elle ne fournit pas de modèle clé en main, mais elle oblige à poser les bonnes questions. Qui contrôle les ressources? Au nom de qui? Et avec quel mécanisme de redevabilité? Ces interrogations dépassent le contexte africain et concernent toute communauté dépendante de réseaux invisibles mais structurants. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter cette décision, mais d'en tirer des enseignements. Observer cette transition, c'est réfléchir à la manière dont les choix collectifs sont débattus, assumés et suivis dans le temps. C'est aussi se demander comment, à différentes échelles, la souveraineté peut être rendue lisible et partagée. Alors, face à ces tensions entre confort immédiat et autonomie future, quelle place chacun est-il prêt à accorder à la responsabilité collective dans la gestion des ressources essentielles?